déjà très contente d'être ici parce que j'ai passé beaucoup de temps à cet endroit précis, mais de l'autre côté. Du coup, donc voilà, et en plus je suis un peu, je sais pas, je suis un peu émue parce que, comme il l'a dit très bien Lucas avant moi, et ben, j'étais ici pendant longtemps et voilà, j'ai fait mes études à Poitiers et je retrouve ici des terres communes, mes anciens professeurs, y compris d'anciens camarades de classe, d'autres avec qui j'ai milité. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc je suis très contente d'être là ce soir et d'avoir été invitée surtout sur ce thème-là. Alors déjà, on peut se féliciter d'avoir une tribune avec des intervenantes exclusivement féminines, ce qui est pourtant rare en politique en ce moment. J'y reviendrai après de par ma courte, puisque je viens de commencer à être secrétaire général, mais ma courte expérience qui me fait dire que quand même c'est compliqué encore à notre époque de s'imposer dans ce milieu-là. Alors après les communistes, on essaye quand même de faire des efforts sur la question et comme Lucas l'a dit, c'est en tout cas une thématique qu'on travaille beaucoup et dans le mouvement Jeunes communistes de France, on y est attaché, c'est un de nos objectifs de notre congrès, y compris, et là on mène tous les ans ce qu'on appelle la semaine du féminisme, donc pour faire des conférences dans les universités et alerter sur, déjà ça peut aussi être des thèmes historiques, mais aussi sur les inégalités salariales. L'année dernière on a parlé beaucoup de ça, et puis après aussi on essaye en dehors des facs de faire des initiatives un peu marquantes, notamment avec tout ce qui se passe en ce moment, notamment sur les offensives contre l'IVG, tout ça, mais j'y reviendrai après. Donc quand on se dit féministe aujourd'hui, on entend souvent quand même se dire que oui, mais les femmes c'est bon, là vous avez le droit de vote, maintenant vous avez gagné plein de droits, là depuis 45, ça va, arrêtez c'est bon, vous êtes un peu à l'égalité des hommes, vous posez trop de questions, tout ça, et qu'on est vite catégorisé comme hystérique ou chérifia quand on est féministe. Alors c'est un peu agaçant pour tout le monde, y compris, voilà, je pense que en tout cas le but de notre mouvement c'est de dire que certes quand on est une femme, on est féministe, mais qu'aussi les camarades hommes ont le droit d'être féministes, en tout cas se battre pour l'égalité femmes-hommes, et que ce n'est pas un combat exclusivement des femmes, mais que c'est un combat de société plus large qu'il faut qu'on mène tous ensemble. Et y compris, je pense que c'est nécessaire de se dire qu'il y en a encore besoin aujourd'hui, puisque j'ai regardé un peu en préparant ce débat tous les chiffres que j'ai pu trouver. Alors déjà, on peut parler d'égalité plutôt salariale, puisque juste pour donner un ordre d'idée, j'ai cherché un peu, et pour un poste égal, le salaire mensuel net moyen, il y a une femme, elle touche 455 € de moins qu'un homme. Déjà, c'est quand même une chose qui est importante de noter et que je pense qu'il faut combattre au quotidien. Et ça prouve bien que malheureusement, c'est pas parce qu'on a gagné beaucoup de droits depuis 1945 et que les mouvements féministes ont pris beaucoup de place que la bataille est gagnée. Ensuite, on peut aussi parler du temps partiel, puisque la majorité sont des femmes, donc y compris, on en a beaucoup parlé pendant le débat sur la loi travail, et que ce soit les contrats précaires, les temps partiels, c'est majoritairement les femmes qui sont touchées, donc je pense que c'est important de le rappeler. Et donc je vous invite à regarder aussi, mais j'ai suivi ça là, il y a très peu de temps, il y a la CGT, l'UGIT de la CGT, donc l'UGIT c'est les cadres de la CGT, qui ont lancé une campagne qui s'appelle #vie de mère. Donc c'est sur la parentalité en fait et les femmes qui en fait l'idée c'est qu'il y a un hashtag et sur les réseaux sociaux les femmes elles racontent, elles font des témoignages sur les paroles qu'elles entendent au travail sur ces questions-là quoi. Et généralement il y a des trucs très violents, vous êtes enceinte, vous m'avez pas prévenu avant que je vous embauche, et vous avez 33 ans, vous n'avez pas déjà des enfants, vous allez vous repeupler la terre, enfin, des trucs aberrants. Donc du coup on en est là aussi et je pense que cette campagne elle est aussi symptomatique et criante qu'il y a encore du boulot notamment dans le monde du travail. Je pense que ça c'est un combat quotidien qu'il faut mener et qu'il faut avoir en tête. Après il y a aussi la question, une question qui revient souvent, mais c'est la question des violences, parce que malgré tout il y a tous les 2 jours une femme qui meurt sous les coups de conjoint. Donc ça aussi je pense que c'est un peu encore tabou malheureusement dans notre société, mais de se dire que ça n'existe plus, c'est pas vrai. Donc, je pense que les violences faites aux femmes existent encore et c'est très très important de mener la bataille là-dessus, et y compris, je pense que Marie-Georges le dira mieux que moi, mais quand on entend des remarques de certains élus en France, que ce soit des sénateurs ou autres, on est un peu scandalisé par ce qu'on entend. Et là, donc en plus en Ile-de-France, on peut en parler longuement, puisque la région est passée à droite et les centres IVG sont supprimés. Donc c'est aussi des choses qui sont aberrantes. Et ça tombe bien, puisque hier, j'ai regardé à la télé, il y avait le film La Loi sur
sur l'avortement en fait, qui est passée. Du coup, j'ai pensé à ça et je me suis dit, en fait, c'était en 74, donc on a fêté l'anniversaire il y a 2 ans là, et aujourd'hui on est en train de subir des reculs. Donc on a vu en Pologne, là, il y avait un rassemblement de soutien à Paris, où j'y étais, et y compris il y avait des camarades du VJC et du parti. Donc de dire que quand même, aujourd'hui, il y a une offensive idéologique là-dessus, que ce soit en Europe, mais malgré tout aussi en France, hein, parce que la manif pour tous et tout ça, d'ailleurs je crois que leur rassemblement c'est le 15 octobre. C'est ça, hein, le 7, le 7. Et donc, du coup, là aussi, il y a quand même une offensive à mener contre ça, parce que l'idéologie, cette idéologie-là, qui est rétrograde, revient, et je pense qu'on va en bouffer à ne plus savoir qu'en faire pendant la campagne présidentielle. Donc, je pense qu'il faut quand même se préparer aussi à ça, et à tous les reculs que certains sont prêts à nous faire. Et puis après, le dernier point que je voulais souligner aussi, c'est le harcèlement de rue. En plus, encore une fois, c'est pas moi qui vais faire du francilianisme, parce que je viens d'ici quand même, donc voilà. Mais en tout cas, dans les transports, il y a une étude de fait, 100% des femmes se disent harcelées, quoi. Donc il y a plusieurs degrés de harcèlement, mais c'est régulier qu'on entende des horreurs, qu'on se fasse toucher, c'est une agression sexuelle, hein. Et voilà. Et donc, du coup, c'est quotidien, toutes les femmes, elles le disent, qu'elles ont dû faire face à ça un jour, quoi. Donc on est aussi là-dedans. Il y a toute la bataille idéologique à mener, déjà dans toutes les institutions où on est, que ce soit le travail, dans nos entreprises, dans nos lieux de vie et tout ça, mais il y a aussi l'idéologie dominante à démonter et le patriarcat à casser, parce que même si on fait des progrès, malgré tout, il y a quand même ça qui reste et qui est très ancré, et ça passe aussi par l'éducation et voilà, ce qu'on apprend à l'école, je pense que c'est important aussi. Alors après, pour parler un peu, sans prendre de boulard non plus et parler de moi pendant 3 heures, mais sur mon expérience récente, le fait d'élire une femme à la tête d'une organisation ne résout pas tous les problèmes liés au féminisme dans l'organisation. Il ne faut pas rêver, et ça je le répète à chaque fois aussi, hein, parce que c'est important de se le dire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, comme le Parti communiste, le PCF date de 1920, et du coup je suis la 2e femme secrétaire générale. De toute façon, on repartit à part Marie-Georges. Bon, voilà, mais toujours est-il, et ce qui est sûr, c'est que, par exemple, en ce moment, là, quand je vais à Public Sénat là, faire des plateaux télé, je suis toujours la seule femme, parce que dans les organisations politiques de jeunesse, en fait, il n'y a que moi. Donc c'est aussi, et en fait, généralement, je le sens bien, je suis une femme, hein, parce que on me coupe la parole, on m'empêche de parler, on rigole quand je parle, on parle quand je parle. Voilà. Donc du coup, j'essaye de ne pas me laisser démonter, hein, parce que j'essaye d'avoir un peu de caractère, mais du coup, c'est toujours ça, il faut toujours essayer de forcer le trait quand on est une femme, ce qui est un peu agaçant quand même, globalement. Et voilà. Donc après, moi, ce que je dis souvent aux camarades, c'est que donc, évidemment, les organisations progressistes, elles sont quand même traversées par les contradictions de la société, parce qu'on n'est pas... en tout cas, de ce que je connais, les communistes ne sont pas des gens à l'extérieur de la société, donc forcément, les petits comportements parfois gênants, ils existent aussi chez nous, donc on a, par contre, à la différence des autres, on en a conscience, on essaye de lutter contre, quoi. Donc c'est aussi comme ça qu'on essaye de travailler à mettre les femmes en responsabilité, à faire en sorte de ne pas se couper la parole, de ne pas... voilà. Et pareil, là... prochainement, nous avons un voyage en Palestine, là, et on essaye de faire en sorte que les camarades envoient des camarades femmes aussi, autant que des hommes, et que ce ne soit pas toujours des hommes qui soient présentés, et qu'on se dise toujours, la première personne à qui on pense, c'est un homme, quoi. Et ça, c'est des comportements aussi à essayer de changer un peu, mais bon, c'est des réflexions qu'il faut qu'on ait tous, je pense, et qui, en tout cas, sont importantes pour faire avancer le débat dans la société. Donc voilà, et puis après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi la question, donc je pense que Marie-Georges en parlera mieux que moi, et puis Nathalie aussi, mais sur les élus, où malheureusement, aujourd'hui, les femmes, elles sont citoyennes autant que les autres, mais par contre, il y a encore beaucoup d'élus, que la majorité des élus sont des hommes. Alors que pourtant, il y a beaucoup de femmes qui militent, il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans plein de choses, et c'est pas toujours elles qu'on met en avant, et c'est aussi une question qu'il faut se poser de pourquoi c'est majoritairement des hommes, alors que c'est la moitié de l'humanité qui est des femmes. Et je pense qu'il faut essayer de bousculer un peu tout ça et de s'imposer, et c'est pas toujours évident, mais enfin, voilà, la preuve ici présente qu'en faisant des efforts et
et on est essayant de s'imposer un peu quand même. Mais on y arrive parce que là, voilà, la tribune est comme elle est. Et puis j'ai fait un débat à l'Agora de l'Humanité pendant la fête de l'Humanité. Et du coup, il y avait exclusivement des femmes parce que la responsable de la CGT Jeune, c'est une femme. La responsable de la nouvelle responsable de l'UNEF, c'est une femme. La responsable de l'ENL, c'est une femme. Et voilà. Donc après, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, hein, mais par contre, il y a aussi des réflexions qui sont faites et de comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à faire la place aux femmes. Et les organes de jeunesse, elles y arrivent, donc je ne dis pas que le reste de la société y arrive aussi. Voilà. À tous, donc moi je m'appelle Nathalie Seguin, je suis donc effectivement élue en Deux-Sèvres, à Niort. Avant de vous parler de ça, je vais un petit peu me situer et contextualiser mon propos. Et tout d'abord, voilà, quand Samuel m'a demandé d'être avec vous ce soir, ben, je me suis dit finalement, je me suis interrogée par rapport à ma propre histoire et je me suis dit mais pourquoi moi je suis traversée par cette valeur d'égalité entre les femmes et les hommes, pourquoi j'y crois, pourquoi je la défends, hein, cette valeur, pourquoi je la porte. Et ben, j'ai un petit peu regardé les femmes dans ma famille et je me suis souvenue de ma grand-mère, hein, qui est née en 1923, de ma mère, qui est née en 1950, et puis de ma fille, qui est née en 1994. Et bien finalement, cette valeur, je pense qu'elle s'est construite en moi, d'abord par rapport à un sentiment d'injustice et de révolte, je dirais. Parce que ma grand-mère, c'était une femme qui adorait faire de la couture, et à l'époque, eh bien, en fait, elle n'a pas été autorisée à faire ça, parce que les femmes n'étaient pas autorisées à travailler. Donc, elle est restée à élever ses enfants, et puis elle n'a rien dit dans son coin. Et elle en a fait sa passion, mais elle n'a pas pu en faire son travail, alors qu'elle aurait très bien pu gagner sa vie en étant couturière. Et d'ailleurs, ça a eu des répercussions après fortes au moment de sa retraite, parce que forcément la retraite était minime parce qu'elle n'avait jamais travaillé. Et quand il a fallu payer la maison de retraite, ça a été très compliqué dans la famille. Voilà. Donc, cette valeur, elle s'est construite aussi par rapport à ma mère, alors une génération d'après, parce que ma mère, je l'ai toujours entendu dire que son père l'avait fortement encouragée dès l'âge de 18 ans à travailler. En fait, il lui disait une femme, ça travaille. Elle avait donc 18 ans en 1968 et il n'était pas question de rester comme ça à rien faire. Il fallait gagner sa vie, il fallait être autonome financièrement pour pouvoir être autonome tout simplement en tant que femme. Voilà, donc vous voyez, ça progresse quand même, hein, d'une génération à une autre. Et puis, l'autre soir, quand je préparais cette conférence, j'avais ma fille en face de moi et je lui disais, Camille, finalement, est-ce que tu penses que j'ai réussi à te faire passer mes idées féministes? Alors elle me dit oui, maman. Elle me dit d'abord parce que tu m'as poussé à avoir de l'ambition et à exercer, à vouloir en tout cas exercer, à faire un métier avec des responsabilités, à prendre des responsabilités dans le futur travail que j'occuperai. Et puis elle me dit oui, puis les tâches ménagères, ça c'est sûr qu'il faut que ça soit partagé. Ça c'est une évidence. Et puis elle me dit aussi oui, c'est vrai que grâce à toi, je me suis aussi intéressée à des personnalités fortes, féministes, et elle m'a cité Simone Veil pour son combat pour la défense de l'avortement. Voilà, donc finalement, en rebalayant cette histoire familiale, je me suis dit les choses ont progressé positivement. Moi-même, j'ai réussi à faire passer quelques messages auprès de ma fille. J'étais contente, bien évidemment.
Et puis, je me suis dit quand même, ne soyons pas trop optimistes, pour toutes les raisons qu'a développées Camille finalement. Et oui, ce combat qui est l'égalité entre les femmes et les hommes reste un grand défi pour le XXIe siècle, et c'est aussi pour cela qu'on est là finalement tous et toutes ce soir. Alors moi j'ai donc commencé, mon premier mandat c'était en 2001, j'avais 28 ans à l'époque. J'étais donc au parti depuis 98, et puis un jour, à l'amorce des élections de 2001, le secrétaire départemental du PCF à l'époque m'a demandé si j'étais intéressée pour être élue, enfin en tout cas sur la liste, et je ne savais pas trop ce qui m'arrivait, parce que bon, voilà, il n'y avait rien qui l'annonçait, mais j'ai dit bah oui, allons-y, sans savoir à quoi j'allais m'attendre. Mais c'est aussi ça le message que je veux vous dire ce soir, et surtout aux jeunes femmes, aux femmes aussi ici présentes, c'est que même si on ne sait pas, même si c'est l'inconnu, eh bien il faut y aller. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus toujours dire on ne nous fait pas la place. Parce que quand on nous l'a fait, on peut se trouver des milliards de bonnes raisons de ne pas y aller. D'accord ? Nous les femmes, parce que ceci, parce que cela. Non, il faut dire allez, j'y vais, et puis ça va le faire. Et moi, c'est vrai que je l'ai abordé comme ça, et finalement, je ne le regrette pas. Parce que à l'époque, j'ai donc été conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Et puis, en 2008, cette fois-ci à Niort, parce que le premier mandat, je l'ai fait à La Rochelle. En 2008 à Niort, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir être adjointe au maire, vice-présidente du CCAS de Niort. Et puis après, j'ai eu aussi l'occasion de présider l'union départementale des CCAS et CCAS des Deux-Sèvres. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait mes armes progressivement. J'ai découvert ce que c'était qu'être élu, j'ai découvert ce que c'était qu'une collectivité, j'ai découvert comment ça fonctionnait, j'ai mieux maîtrisé mon environnement finalement. Bon, je me suis pris des gamelles au départ, parce que on ne sait pas ce que c'est que de travailler avec les services, donc on se plante, puis aussi, voilà, il y a la jeunesse, il y a peut-être aussi le fait qu'on est une femme. Bref, je m'étais dit, si jamais j'ai un deuxième mandat, ça ne se passera pas comme ça. Et effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça s'est beaucoup mieux passé. Et aujourd'hui, 2014, engagée effectivement dans la campagne municipale. Et là, par contre, la droite est passée au premier tour. Donc là, ça a été retour au boulot immédiatement du jour au lendemain. Et je suis conseillère municipale d'opposition désormais. Donc vous voyez, 3 mandats, 3 expériences différentes à des places très différentes, mais beaucoup d'expériences finalement, et je ne regrette pas parce que j'ai appris énormément. Voilà, si aujourd'hui je peux parler devant vous, moi qui avais plutôt une nature timide, eh bien je l'ai appris en politique ça. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas forcément dans la famille. Par contre, la politique c'est un excellent milieu pour progresser et s'émanciper aussi quelque part. Ça participe de cela. Donc il faut oser. Oser. Et être convaincu, je crois que c'est aussi notre place. C'est-à-dire que ça passe par nous d'abord. Il faut d'abord être les premières convaincues que être à une tribune, c'est la place d'une femme. Voilà. Rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole, mais quand même, j'ai été élue à la petite enfance et puis après, donc en tant qu'adjointe au CCAS sur des questions sociales.
voilà, on peut penser que finalement ces délégations-là, ça cantonne encore les femmes, ou ça les ramène à comment dire, à leur rôle de mère, hein, finalement, et ça peut être un peu tarte à la crème, passer comme ça, comme des délégations un peu comme des sous-délégations. Mais finalement, moi je me suis dit, parce que je travaille en caisse d'allocation familiale, que être élu à la petite enfance, eh bien, ça permet de créer sur un territoire des services d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans. Et quand les enfants sont accueillis par des professionnels de la petite enfance, eh bien, les femmes peuvent aller travailler. Et effectivement, aujourd'hui, dans la branche famille de la sécurité sociale, les politiques familiales mettent beaucoup plus l'accent sur les mesures permettant d'articuler vie familiale et vie professionnelle, alors qu'avant, c'était plus les aides aux familles nombreuses qui étaient voilà, car effectivement, en fait, ce sont dans les pays, c'est prouvé, où les femmes travaillent qu'elles font le plus d'enfants. Et c'est là où elles sont les moins qualifiées qu'elles peuvent ne pas renoncer au travail, et c'est là où les plus qualifiées peuvent ne pas renoncer aux enfants. Et donc, la fécondité se maintient, ou en tout cas, oui, se maintient. Même si elle n'augmente pas, elle se maintient. Voilà, et qui dit fécondité importante ou taux de natalité important, dit qu'un pays reste dynamique, et c'est le cas de la France, puisque vous savez qu'ici en France, parce que nous avons finalement des modes de garde performants pour les enfants, qu'en moyenne, les femmes ont 2,1 enfants par femme, et c'est ce qui fait de la France le premier pays européen en matière d'indice de fécondité. Et ce qui fait qu'on reste un pays jeune et donc dynamique, ce qui n'est absolument pas le cas de l'Allemagne. Vous connaissez sa problématique, où les femmes, en gros, avaient le choix entre travailler ou faire des enfants, ce qui fait que l'Allemagne a un taux de fécondité, un taux de natalité qui est parmi les plus bas des pays d'Europe. Et ce qui fait aujourd'hui que c'est un pays vieillissant, même si on en vante souvent les mérites, il faut quand même savoir que l'Allemagne est un pays en perte de vitesse, parce que justement ne s'est pas organisé en matière de politique familiale pour permettre aux femmes et d'avoir des enfants et de travailler. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut agir collectivement en étant élu à la petite enfance, en mettant en place des modes de garde et en contribuant ainsi, vous voyez comme je vais un peu loin, mais c'est une réalité, au dynamisme d'un pays, mais il faut aussi travailler, nous les femmes, sur nos propres représentations par rapport à notre place. Voilà, et puis ce que l'on a fait aussi, je dis on parce que c'était plutôt ma collègue Julie Biret qui, elle aussi, est au Parti communiste français, qui était élue avec moi dans le dernier mandat 2008 et 2014. Elle était élue autant dans la ville. Et Julie, elle a mené une étude avec d'ailleurs l'Université de Poitiers, avec le soutien de l'Université de Poitiers. Elle a mené une étude qu'elle a ensuite ramenée au CCS et on a pu y travailler. Une étude sur les familles monoparentales, parce qu'en fait, à Niort, nous avons beaucoup de familles monoparentales. Et ces familles sont à 85%, en l'occurrence, les femmes qui ont accepté de participer à cette enquête, 85% de ces parents solos étaient des femmes, et on s'est aperçu à travers cette enquête qu'effectivement elles sont les plus touchées par le non-travail, qu'elles n'ont pas forcément leur permis, ou quand elles ont leur permis, qu'elles n'ont pas les moyens d'avoir de voiture. Bref, on s'est rendu compte à travers cette étude sur les familles monoparentales combien les femmes étaient touchées par toutes ces problématiques qui ont été évoquées précédemment. Voilà, et donc
quand on est une femme élue, je pense qu'on est plus sensible à toutes ces questions. Je suis convaincue que si Julie avait été un homme, je ne pense pas qu'elle serait allée là-dessus. Donc c'est vrai qu'être sur des délégations qui se rapportent au social, ça nous ramène effectivement sur des questions que l'on connaît bien, mais je dirais que justement parce qu'on les connaît bien, on peut agir. On peut agir en mettant en place des mesures correctives par rapport aux constats que l'on peut faire. Bon, cette étude n'a malheureusement pas pu donner tous ses résultats parce que nous n'avons pas été réélus en 2014, mais peu importe, la vie est longue et on pourra toujours remettre l'ouvrage sur le métier. En tout cas, moi aujourd'hui je suis donc conseillère municipale d'opposition, je n'ai plus de délégation. Mon activité politique est quand même beaucoup plus réduite par rapport à ce qu'elle a été, même si quand on est élu d'opposition, il y a beaucoup de boulot aussi. Mais c'est pas le même. Aujourd'hui, ce combat sur les valeurs féministes, j'essaye de le mener aussi au sein de mon travail, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je travaillais dans une caisse d'allocation familiale, et aujourd'hui j'essaye à mon niveau de travailler sur la parentalité et les rôles des pères et des mères face aux enfants. Parce qu'en fait, on parle d'inégalités entre les femmes et les hommes, mais on retrouve ces inégalités quand on devient une mère et un père. Alors même si les choses progressent, il y a encore beaucoup de travail à mener dans ce domaine parce que les femmes restent les principales à gérer finalement tout le travail éducatif. Et d'ailleurs, il y a des statistiques qui montrent que plus une femme a d'enfants et plus elle est insatisfaite parce qu'elle n'est pas épaulée comme elle pourrait l'être par le conjoint. Voilà, donc pour conclure, je dirais que cette valeur, elle vous traverse en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant qu'élue. Voilà, c'est pas cloisonné, c'est en nous. Et à différents niveaux, on peut se battre pour cette égalité. Voilà. On peut quand même se poser la question pourquoi en 2016, on se retrouve, plusieurs générations confondues, à se poser encore la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. On a beaucoup fêté le Front populaire cette année. On a toutes et tous en tête les images du Front populaire. On voit les manifestations et ces femmes qui étaient encore avec des petits chapeaux et tout, qui manifestent au point levé. Et quand on fait le bilan des acquis du Front populaire, les revendications spécifiques des femmes, elles sont réelles. Et les différents partis progressistes de l'époque se mettent d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas avancer sur ça. Et puis après, il y a les femmes qui rentrent dans la résistance. Et à la libération, quand même, 44, 45, se pose le problème de reconnaître leur rôle dans la libération du pays. Alors on hésite. Est-ce qu'on en fait simplement des femmes qui peuvent être élues? Ou est-ce qu'on en fait aussi des électrices? Vous allez me dire, c'est influencé, pourquoi est-ce que c'est ça? Mais si on posait cette question, de 1925 à 1935, tous les débats au Sénat posent la question. On veut bien qu'elle soit élue, mais on ne veut pas qu'elle soit électrice. Parce qu'on ne sait pas où elles vont poser. Les radicaux, qui étaient la principale force politique à l'époque, se disent les femmes, c'est les curés. Donc elles vont poser à droite. Parce que comme elles ne réfléchissent pas par elles-mêmes, elles vont poser à droite. Donc il ne faut pas leur donner le droit d'être électrices. Alors, quand même, en 1944, on dit quand même, difficile de leur refuser d'être électrice éligible. Et il y a développement d'un mouvement féministe. Parce qu'on parle des partis, mais moi j'en parlais des partis. Il y a d'abord des mouvements féministes. 1967, les femmes ont le droit de travailler sans l'autorisation des hommes. C'est récent. C'est récent. Si, c'est récent.
La contraception, c'est 67. L'IVG, c'est 74. Entre-temps, il y a le mouvement de 68. Et il y a ces grands mouvements de libération de la femme. Mon corps m'appartient. Puis les partis progressistes qui regardent sur les partis de droite, bien sûr, mais les partis progressistes, ils regardent ça, ils nous embêtent avec leur truc. Le Parti communiste français a une théorie pendant toutes ces années. Il fait des grandes choses pour les femmes, des grandes manifestations pour les droits des femmes, pour les allocations familiales, pour les droits des mères, pour les droits des ouvrières, des énormes choses. Des manifestations, des rassemblements. Mais le féminisme, non. Il ne veut pas du courant féministe, pourquoi? Parce qu'à l'époque, et moi-même, je faisais ce discours. On disait, mais nous allons construire le socialisme. Et le socialisme va nous permettre de régler la question de l'égalité homme-femme. D'ailleurs, regardez les journaux qui nous arrivaient de la Russie, les études soviétiques, vous voyez des femmes qui faisaient des tracteurs et tout. C'était évident pour l'Union soviétique que l'égalité homme-femme était réglée. Et donc, le Parti communiste français, pendant des décennies, réfute le combat propre, spécifique des féministes, et même des combats. Les combats. Et puis c'est dans les années 70, 80, avec ce rôle incroyable joué par Madeleine Vincent qui, voilà, dit les choses. Et on a ce colloque, féminisme et communisme, une histoire mouvementée. Et enfin, le Parti communiste réfléchit à une chose. Ces deux combats sont conjoints, mais ils ne se mélangent pas. Il y a le combat contre l'exploitation capitaliste que nous menons. Et puis il y a le combat contre la domination patriarcale qu'il faut mener. Et les deux combats ne peuvent pas se recouvrir. Donc, si on mène le combat que sur l'exploitation capitaliste, on ne va pas régler le problème de l'égalité et de la domination. Pourquoi? Parce que la domination patriarcale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la femme, c'est le foyer. L'homme, c'est la cité. La femme, c'est le foyer, l'homme, c'est la cité. Et parce que la femme, c'est le foyer, quand elle peut travailler, comme bien évidemment elle n'est pas disponible, elle n'est pas compétente, on dit c'est un salaire d'appoint. Et Vichy, Pétain, fait même un abattement sur le salaire des femmes pour bien montrer que les femmes n'ont pas leur place au travail et qu'elles devraient s'occuper de leurs enfants et de leurs maris au foyer. D'être amantes, mères, tout ça c'est bien, femme. Oui, voilà. Et puis après, il y a la conquête du pouvoir. Puisque la femme sa place au foyer, alors que l'homme a sa place dans la cité, elles ne vont pas nous prendre nos places à l'Assemblée nationale ou dans les mairies, etc. C'est pas leur place. Et lorsqu'on distribue les responsabilités dans les bureaux municipaux, il y a le concret. Et les femmes, elles sont bonnes sur le concret. Alors, donner des choses comme les affaires sociales. Dans mon premier poste, ma conjointe, affaires sociales. Les hommes maîtrisent l'abstrait. Les hommes ont leur confier l'urbanisme, les finances. Voilà. Et vous riez, mais c'est toujours comme ça. On a gagné la parité. On a gagné la parité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes élues. À part à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans toutes les instances, régions, conseils territoriaux, municipalités, il y a autant de femmes qu'autant. Là, la question se pose plus. La question, c'est qu'est-ce qu'elles font une fois qu'elles siègent? Parce que, alors, vous voyez, je dis ça avec un peu de passion, parce que toute l'histoire du XXe siècle, c'est la lutte féministe et des lois qui actent. À chaque fois, la loi acte. Et on est au XXIe siècle, et malgré toutes ces lois, il y a eu 7 lois sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 7 lois. Et on a encore les écarts de salaire considérables. Donc il y a un problème qui fait que, au-delà de la loi, il faut la loi pour acter les femmes. Mais au-delà de la loi, il y a un combat à mener contre les mentalités. Comment aujourd'hui on peut admettre tranquillement, ce que dénonce très bien Lugic CGT avec sa campagne de la foule de mer, comment on peut admettre encore aujourd'hui qu'une femme cadre, ingénieure, en responsabilité, on lui reproche sa maternité? Bon, donc il y a bien un combat des mentalités, contre des mentalités patriarcales à mener. Un combat d'idées. Regardez la question de la prostitution. On a dit, mon corps m'appartient. On a gagné la contraception.
On a dit mon corps m'appartient, on a gagné l'IVG. Mais la société se vit très très bien avec le fait que des milliers de femmes soient amenées à être considérées comme une marchandise. On achète leur corps. On achète leur corps à travers la prostitution. Et c'est banalisé. Et si vous saviez ce que nous avons entendu à l'Assemblée nationale dans cette longue bagarre pour obtenir la loi contre les violences faites aux femmes, pour obtenir que le viol soit reconnu comme un crime. Et alors là, quand nous sommes arrivés à mettre dans la loi la position abolitionniste de la France, c'est-à-dire à faire en sorte que ceux qui utilisent la prostitution ou qui achètent le corps des femmes soient les coupables et que les prostituées soient les victimes, et pas l'inverse, mais on nous regardait comme si on était, comme on l'a dit, hystérique. Comment? La prostitution, ça serait un problème. La prostitution, c'est normal. Les hommes ont des besoins. Oui, c'est ce que se dit. Donc je pense que le combat sur les mentalités est extrêmement important. Oui, il faut des lois. Il faut des lois contraignantes. Et je vais redéposer une loi contre le temps partiel et justement sur la question des femmes en responsabilité dans les entreprises, etc. Oui, il faut des lois, parce que chaque fois, je viens de gagner un petit bout d'une loi sur les droits des femmes étrangères. Un petit bout, parce qu'ils ont fait un truc sur la majorité socialiste, mais après, ils nous ont pris 2 articles sur l'ensemble de la loi. Mais on va continuer sur le droit à l'indépendance des femmes étrangères. Donc il faut des lois. Mais la loi ne suffit pas s'il n'y a pas ce combat pour donner à voir vraiment de ce qu'est la légalité réelle, c'est-à-dire l'égalité dans tous les aspects de la société. Alors c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'on a vécu un XXe siècle où les conquêtes des femmes étaient liées à des conquêtes sociales et démocratiques. C'est toute la montée des grands mouvements qui fait qu'on gagne des semaines de congés payés, on gagne les 39 heures, puis les 35 heures, et puis là on avance. Les femmes avancent, mais la société avance dans ses droits sociaux. Or, nous connaissons depuis le début de ce siècle un retrait, des attaques sans précédent sur les droits sociaux, les droits démocratiques. Bien sûr, il faut se battre, c'est ce qu'on a fait contre la loi de qualité du travail, ce qu'il faut faire au quotidien. Mais on a aussi de nouveau un recul dans les mentalités. Et donc, plus que jamais, le combat féministe est nécessaire. On ne peut pas simplement dire le combat social, le combat démocratique va nous résoudre le problème, non. Ce qui se passe en Pologne, c'est magnifique ce qu'elles ont fait. C'est magnifique. Ces femmes en noir qui ont fait grève, qui se sont rassemblées, bon, elles n'ont pas obtenu ce que nous avons en France, mais elles ont évité que ça s'empire encore. Mais c'est énorme. Quand on voit que c'est au cœur de l'Europe que ça se passe. Parce que des fois, on regarde les pays là-bas très loin en disant elles sont des femmes. Oui, bien sûr. Mais là au sein de l'Union européenne, la Commission européenne, qui, quand on fait un petit écart par rapport à la libre concurrence, tape sur la table, condamne les États, condamne les entreprises publiques. Qu'en Pologne, on force une gamine de 12 ans à coucher, ne gêne absolument pas la Commission européenne. Ça ne lui pose aucun problème. Que des lois comme ça existent dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, ça ne pose aucun problème. Là, l'Union a oublié qu'elle s'était construite pour quand même forcer quelques valeurs, quelques combats humanistes. Alors, ce débat sur les droits des femmes, il doit être mené, je dirais, bien sûr par les hommes et les femmes. Je suis en beaucoup d'hommes mènent ce combat. Il y a une association magnifique qui s'appelle SOS Macho, qui est une association. Zéro Macho. Pardon, c'est une association magnifique. C'est une association magnifique. Mais moi, je le dis franchement, ce combat, il faut qu'il soit entre les mains des femmes. Il faut qu'il soit entre les mains des femmes. Il faut que nous soyons les premières combattantes de ce combat féministe à l'intérieur des organisations auxquelles nous appartenons, à l'intérieur des organisations auxquelles nous appartenons. Ne retournons pas dans les travers des années 60, à l'intérieur des organisations auxquelles nous appartenons, mais également dans la société.
Et je pense que l'essoufflement du mouvement féministe, lié aussi à des phénomènes de division à l'intérieur du mouvement féministe ces dernières années, fait qu'il va falloir très vite qu'on réagisse par rapport à un certain nombre de comportements, voilà, d'utilisation du corps des femmes à des causes politiciennes, comme on l'a vu sur d'autres sujets, CDT, etc. Mais il faut voilà, qu'il y ait de nouveau une contre-offensive des femmes pour maintenir leurs droits et obtenir de nouveaux droits pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je parle de contre-offensive parce que c'est vrai sur le plan démocratique, c'est vrai au plan social, mais c'est vrai sur le combat de l'égalité entre les hommes et les femmes. Una mattina mi son svegliato